sans plus attendre, on va passer faire un petit refresh de notre beau site Foot Mercato et on va revenir sur le premier match, le gros match de la soirée en soi, peut-être le plus gros de la soirée au final, ce Monaco-Barça qui a vu, je vous fais juste un petit focus pour vous, hop, qui a vu Monaco s'imposer face au FC Barcelone. On reviendra sur le scénario, mais déjà première réaction de voir une victoire monégasque chez eux contre le Barça. Alors on a beaucoup de gens voyaient le Barça s'imposer dans la foulée d'un début de saison maîtrisé, 5 victoires en 5 matchs en Liga, même quelques belles fessées avec un 7-0, un 4-1. Mais peut-être que Monaco était un adversaire d'un calibre supérieur par rapport à ce qu'ils ont rencontré en Liga aujourd'hui. Évidemment, en plus le Barça était quand même handicapé par plusieurs absences notables, notamment au milieu de terrain, mais c'est le cas depuis aussi un peu le début de la saison. Depuis le début en défense au milieu, il n'y a plus personne. Voilà, forcément, ils commencent à être habitués. Mais pour moi, clairement, le Barça s'avançait en favori, mais je trouve qu'il ne parlait pas assez du fait que Monaco aussi avait réussi son début de saison et que Monaco arrivait avec des certitudes à tel point que même les innovations d'Adi Hutter sur la compo de départ avec un Vanderson latéral gauche pour, on imagine, surtout bloquer Lamine Yamal. C'est ce qui a été dit par nos confrères de l'équipe. Moi, me faisait un petit peu peur. J'aime pas quand des équipes qui sont dans une bonne forme dénaturent leur compo, leur jeu pour un match en particulier. Et pourtant, ça a fonctionné. Donc déjà, on le dit quand c'est pas bien, quand ça marche pas, il faut le dire quand c'est bien. Donc bravo à Adi Hutter qui avait mis Golovin sur le banc au début pour mettre Lamine Camara titulaire avec Zakaria au milieu et avec Ben Seguir avec Liouche sur les ailes. Donc bravo, les choix ont été bons, Monaco a dominé, mais tu me dis on parle pas du scénario, mais le match on est obligé d'en parler, oui. Voilà, le match n'aurait jamais été le même s'il n'y avait pas eu cette expulsion dès la 10e minute de jeu. Après voilà, je te disais on parle pas du scénario, moi maintenant je vais en parler parce que je pense que ce que tu as dit dans tous les cas on est obligé de te rejoindre et je vois dans le chat les gens sont plutôt d'accord. Il disait que ça a sous-estimé Monaco et c'est vrai, c'est comme tu le disais, peut-être que ça a sous-estimé Monaco, ça ne parlait pas du tout de ce bon début de saison de Monaco qui, hormis un match nul où il y a eu un petit échec face à Lens, ce match en début d'après-midi si je ne dis pas de bêtises, où ils n'ont pas réussi à gagner. Au final c'est un super début de saison des Monégasques qui se sont renforcés pour moi en plus sur le mercato d'été, on en a parlé ici en plateau plein de fois du beau mercato intelligent monégasque. Mais oui, on peut parler après du scénario, peut-être que je vais faire plaisir aux Barcelonais, enfin non, pas forcément plaisir, au contraire. C'est qu'une fois de plus, on a l'impression que c'est un Barça. Le Barça nous avait quitté en Ligue des Champions sur un beau match avec un beau Araujo qui tue son club entre guillemets avec un carton rouge très rapide. Et le Barça, pour redonner aux fans un peu qui s'habituent, on a fait quoi 11e minute de jeu, tu sais, c'est même pas la 50e quoi, 11e minute de jeu. Ter Stegen qui fait une relance catastrophique. Eric Garcia qui normalement sait que s'il intervient dans cette zone-là du terrain, surtout qu'il est derrière, son adversaire est passé devant, etc., il va prendre rouge, il le fait quand même. Carton rouge, 10e minute de jeu, le 11e plutôt. Le Barça se retrouve à 10 contre 11. Contre le Paris Saint-Germain, c'était quelle minute qui sont retrouvés? C'était à peu près par là. C'était au début de match, peut-être pas aussi tôt. C'était 15e, peut-être la 15e, la 18e. En première mi-temps, en tout cas, c'est sûr. Mais dans les premières 20... Moi, je pense que c'était vers la 18, quelque chose comme ça. Donc, une fois de plus, le Barça, en fait, se saborde lui-même. Alors que, comme tu l'as dit en plus, ils n'avaient pas besoin de ça quand tu vois que déjà, la liste de blessés avec Olmo qui était en train de tout exploser, c'est encore ajouté à la liste. Est-ce que cette erreur arrive si tu as tes vrais milieux de terrain? C'est-à-dire qu'Eric Garcia joue au milieu de terrain ce soir. 6, et je pense que autant... alors, j'ai vu, juste pour répondre, parce qu'il y a le débat qui a été lancé dans le chat, j'ai vu que le rouge. Un de nos amis nous a dit, voilà, Eliam Abdallah a dit il n'y a jamais rouge. Moi, je pense que s'il y a rouge, plusieurs lui ont répondu aussi qu'il y avait rouge. À partir du moment où même si la faute n'est pas grosse, entre guillemets, méchante, c'est pas un attentat, mais le fait qu'il le ceinture, qu'il l'empêche d'aller seul face au but, annulation d'une action de but, c'est carton rouge. La faute, le geste n'est pas du tout grave, mais en fait, l'endroit du geste fait qu'il y a carton rouge parce que le mec part au but. Malgré que ça se passe. Alors là, il y a encore un défenseur sur la ligne, mais en tout cas, il est en face du but. Tu peux pas en fait siffler autre chose. Et après, là, ce qu'on peut poser aussi comme question, c'est. Pour moi, tu vois, je pense que Ter Stegen est quasiment plus responsable. Bien sûr, largement. Sur ce qui se passe qu'Eric Garcia. Parce qu'il met Eric Garcia en difficulté. Ça fait penser un peu au Mandanda. Exactement, Mandanda avec Zambo Anguissa. Où il y avait ce débat de qui est le fautif entre le contrôle de Zambo et la relance de Mandanda. Là, il n'a même pas le temps de faire le contrôle, Eric Garcia, parce que Minamino a bien vu le truc arriver. Ils ont bien étudié le Barça. Ils savent que le Barça, ça veut relancer court. Voilà, Ter Stegen, il prend pour moi un risque inconsidéré à ce moment-là du match. En plus, sur Eric Garcia, qui n'est pas le plus grand manieur de ballon de l'équipe, loin de là, mais bon, c'était lui qui n'est à un poste en plus, comme tu l'as dit, qui le mec joue à un poste où il n'a pas de repère pratiquement, parce qu'il n'a pas. Le mec, l'année dernière, il a fait une très bonne saison avec Gérone où il a fini défenseur central toute la saison en fait. C'est un défenseur central. C'est un défenseur de formation dans tous les cas. Et voilà, je vois dans le chat ça. En tout cas, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Garcia, il intervient. Il y a but tous les jours. Oui, mais
encore une fois, on a eu ce débat tellement de fois, mais est-ce qu'il faut mieux intervenir et prendre carton rouge et te tuer le match, ou laisser ne le pas mec intervenir et t'as le bénéfice du doute, est-ce qu'il va marquer? Le mec peut se foirer aussi, tu vois. On a vu d'ailleurs les Monégasques dans la suite du match, Mbolo quoi, pas forcément tous très adroits devant la cage en plus. Donc moi, je t'avoue que j'ai eu peur pour Monaco, parce que quand même, mine de rien, il faut dire que le Barça à 10, grâce au talent de Yamal, encore une fois Lamine Yamal, capable de mettre des buts tout seul. Et pour le coup, il a mis tout seul le but Lamine Yamal. Non, mais si on veut reparler un peu, c'est quand même le point positif entre guillemets de ce soir du Barça, c'est que il tient quand même un joueur exceptionnel avec Lamine Yamal. On l'a de nouveau vu. Qui a marqué un très joli but en Ligue des Champions. Et là, je me suis dit, attention, Monaco, est-ce que Monaco a assez de caractère? Et j'ai eu peur parce que pendant un long moment, j'ai senti Monaco un petit peu à l'arrêt, sans regain d'inspiration, d'énergie. J'ai cru que ça allait peut-être être insuffisant. Au final, c'est les entrées en jeu avec Eline Ekena qui ont permis de reprendre l'avantage. Mais j'ai eu un petit doute à un moment. Parce que le Barça a réussi, mine de rien, parfois dans les situations. Justement, moi j'ai envie de te dire, le Barça, si aujourd'hui ils ont eu l'espoir à 10 contre 11, c'est grâce au talent d'un mec qui est au-dessus du lot, au-dessus du football, Lamine Yamal. Et comme tu l'as dit, son but, une fois de plus, le mec qui prend le ballon, t'as l'impression qu'en fait il décide quand il veut qu'il y ait but. Il prend le ballon, il décide. Déjà la prise de balle, Vanderson il s'est fait tuer sur l'action. Par contre. Le petit coup d'épaule. Oui, le petit coup d'épaule, de vieux briscard. Ouais, le petit coup d'épaule, et après il va fixer. Les défenseurs maintenant ils ont peur d'intervenir sur Lamine Yamal. Et franchement, il met ce but-là. Et une fois de plus, j'ai envie de te dire, Lamine Yamal, il fait un début de saison exceptionnel. Au moins, premier match en Ligue des Champions où il marque direct. Il devient le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions après Ansu Fati. Le mec, voilà, il casse tous les records. Il est toujours là, il marque des buts, il se régale. Mais ça ne suffit malheureusement pas à un Barça qui a des individualités qui faillissent aussi. Ça, c'est clair. De toute façon, on ne peut pas aussi juger une équipe qui a été à 10 contre tout le match à partir de la 10e minute. C'est très bien que le match, il est pas fini parce qu'il y a assez de grands joueurs pour compenser. Mais bon, ça ne sera pas le même match. Et même, on a cru comprendre en fin de match, quand tu as vu Hansi Flick faire ses changements, qu'en gros, il avait un peu lâché l'affaire. Il a sorti Lewandowski, il a sorti Yamal, il a fait rentrer les derniers jeunes qu'il avait sur le banc, il a mis Ferran Torres. Bon, tu sentais qu'il se disait, c'est perdu, alors qu'il n'y avait que 2-1. Mais tu sentais qu'il passait à autre chose, il préservait les derniers joueurs valides qu'il a sous la main pour gagner le prochain match de championnat. Donc, tant mieux pour Monaco. Et en fait, tu vois, mardi, quand on a commencé l'émission, je t'ai dit, c'est une soirée typiquement française, après la défaite de Lille contre le Sporting, où Lille qui fait des choix défensifs et qui se fait tout de suite sanctionner dès la première période. Là, c'est une soirée typiquement, entre guillemets, pas française, avec un club qui, face à un gros, qui a un scénario favorable et qui en profite. Ouais, on a eu des clubs français qui pouvaient avoir un scénario favorable et qui derrière en plus décevaient. Là, Monaco a non seulement eu un scénario favorable, mais en plus a su. Ouais, mais justement, j'ai envie de te dire, c'est juste en fait, ils ont juste respecté le football, quoi. Et on en est là à se dire que pour un club français, il faut respecter le football. C'est-à-dire, t'as 10 contre 11, faut gagner, quoi. Enfin, 11 contre 10. Ouais, donc on en est là, mais pour te dire le niveau d'exigence ultra bas qu'on a. Non, mais voilà, exactement. C'est vraiment le niveau d'exigence, il est catastrophique généralement. Donc, mais bon, dans le chat, j'ai vu une réaction de Espérant qui nous a fait une réaction. Alors, le coach doit rendre des comptes. Alors là, je pense qu'il veut tuer Hansi Flick. Le coach de Barça. Oui, je pense. Je te montre juste la composition du FC Barcelone ce soir, où il est obligé de mettre Eric Garcia et Marc Casado. Et tu regardes le banc de touche, tu vois du Ferran Torres, du Peña, et en fait là, tu n'as que des mecs du centre de formation. Ansu Fati aussi, mais qui est un joueur qui vient de blessure. Donc en fait, je ne vois pas quel contre il doit rendre, parce que quand tu vois le banc de touche, quel joueur il peut aligner. Le seul joueur qui est en fait acheté par le Barça, c'est Ferran Torres sur le banc. Sinon, c'est que des mecs du centre de formation qui ont plus ou moins des matchs pro. Bon, Ansu Fati qui revient d'un an de blessure, enfin je sais pas combien de temps de blessure. Donc en fait, quel compte il doit rendre Hansi Flick ce soir? Bonne question en tout cas. Je vois aussi Fouad Karim, l'ami qu'on salue, qui nous dit en match amical, ils avaient gagné aussi les gars. Le trophée grand-père. Où ils avaient gagné 3-0, si je dis pas de bêtises, contre. Alors, j'avoue, je me souviens plus par contre de la compo de départ du Barça sur ce match-là. Savoir si c'était un Barça bis un Barça sérieux. On peut retrouver normalement. Je sais pas sur le calendrier. Peut-être que va voir sur le calendrier du Barça. Ouais, le calendrier. Résultat. Et on va peut-être. Monaco Barça, aujourd'hui. Non, c'était août. Ah non, il y est pas. Ah, il y est pas. Mais c'est un match semi-officiel, on va dire. Pas officiel même. Ouais, mais non, du coup, je me souviens plus. J'ai plus l'équipe en tête, mais. Non, pareil. Mais vraiment, c'est ça que je pense, c'est que faut savoir profiter des cadeaux comme ça. Oui, d'avoir un Barça diminué, d'avoir un Barça qui se retrouve à 10. Voilà, il faut savoir en profiter. Et vraiment, par le passé, j'ai vraiment eu des clubs qui n'ont pas fait, qui n'ont pas assumé le, qui l'ont pas fait. Et ils l'ont fait comme de manière très intéressante. Ça a jamais vraiment douté, même si moi j'ai un peu peur à un moment donné, mais ils l'ont fait.
Bravo, et franchement, commencer. On rappelle que Monaco est chapeau 4 dans la compétition. Avec cette absence de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions de ça depuis quelques années où ils ne performent pas tout simplement. Et tu commences par une équipe du chapeau 1 en premier match, à domicile, tu le gagnes, bah, tu te donnes finalement une. Non, mais tu gagnes un joker. Tu gagnes un joker. Tu ne pensais pas forcément gagner ce match-là. Derrière, tu peux. Tu as un petit confort pour la suite. Au-delà de parler de chapeau, c'est tout simplement qu'en fait, quand Monaco voit le Barça, je pense que tous les Monégasques, tirage compliqué à domicile, on commence mal. Et en fait, là, mais je pense qu'on va le faire tout de suite. On va montrer le calendrier de Monaco pour les matchs à venir en Ligue des Champions. Et là, ils viennent de faire une opération en or. En or, en fait. Là, on ne prend pas encore la mesure de l'opération. Monaco qui nous dit a été juste supérieur. Oui, c'est bien ce qu'on attend. Le Barça se fait bouffer totalement. Le bon divergent. Dans la Liga, le Barça gagne des matchs avec 10 joueurs. Pas cette saison en tout cas, mais peut-être. Justement, moi je trouve que c'est une réflexion intéressante dans le sens où souvent on dit pour les clubs français, mais c'est que la Ligue 1 avant d'arriver en Coupe d'Europe. Parfois on peut le dire aussi pour certains clubs à l'étranger. Je veux dire, peut-être que le Barça qui roule sur tout le monde en Liga, là en Coupe d'Europe face à un Monaco déterminé, mais après encore une fois 10 contre 11, ça te fausse l'analyse. J'aurais bien aimé que Monaco gagne 2-1 à 11 contre 11. Je sais pas si ça aurait pu le faire, mais le Barça était déjà diminué par les absences. Donc au milieu, forcément, pas de Dani Olmo, pas de Gavi, pas de De Jong, qui marchait sur l'eau en plus, pas de Christensen qui peut jouer. Ça fait beaucoup de monde en moins pour n'importe quelle équipe. Araujo absent, etc. Enfin, on a vraiment, je crois qu'il y a plus de 7 ou 8 absents du côté du Barça qui pourraient être dans l'équipe type pratiquement tous. On va venir tout de suite. Sur le calendrier, c'est intéressant. Le Barça est redevenu juste un club normal. Bon, on en parlera plus tard. Je pense que c'est peut-être pas un match qui fera tout, surtout avec le nombre d'absents, comme on répète depuis le tour avec Aurel. On va attendre un peu, mais et puis tu peux pas les condamner parce qu'ils ont perdu 10 contre 11 à Monaco. Une fois, ils sont sur 5 matchs, 5 victoires en Liga. Personne n'aurait pensé qu'ils fassent un début aussi étincelant en championnat. Donc c'est un petit coup d'arrêt, mais vu le scénario, un coup quand même très très embêtant. Embêtant pour le top 8 quand même. On va regarder Monaco, mais après on ira voir le calendrier du Barça, voir ce qu'ils ont. Donc derrière. Monaco, prochain match qu'ils joueront en Champions League, ça sera contre le Dynamo Zagreb le 2 prochain. Le 2 octobre, je crois que c'est un mercredi du coup, parce que c'est le 1, le premier plutôt. Si tu es fort en calendrier. Non, parce que je crois que le PSG joue le premier contre Arsenal, c'est pour ça. T'as raison, c'est ça. Et donc du coup, il joue contre Dynamo Zagreb, pris 9 par le Bayern. Qui a viré son coach d'ailleurs dans la foulée. Dynamo Zagreb qui a viré son coach dans la foulée. Donc assez. Et là, vous le voyez peut-être pas parce que vous vous dites que c'est un match de Ligue 1, mais non. Il joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Monaco, lors du 3e match. Donc là, on a 2 matchs. L'Étoile Rouge qui aujourd'hui a perdu 2-1 sur sa pelouse face au Benfica Lisbonne. Alors à l'extérieur, c'est toujours un déplacement compliqué, l'Étoile Rouge de Belgrade, mais là, ça sera à domicile pour Monaco. Et Dynamo Zagreb, ils voudront faire meilleure figure après la fessée contre le Bayern. Mais a priori, c'est 2 matchs que Monaco. On parlait des cotes, là, les 2 cotes, ils vont être favoris, Monaco largement. Ça, c'est sûr. Sur les 2 matchs, ils vont être largement favoris. Et du coup, tu vois, on peut se dire que Monaco peut arriver après 3 journées avec 9 points. Peut-être, potentiellement, dans les premiers déjà, carrément. Qualifié via t'es déjà qualifié avec 9 points, c'est ce que ils disaient tous, c'est que 9 points, t'es déjà dans les 24. Normalement. A priori, sauf Mira, on va dire que t'es 90% dans les 24. Le 4e match, par contre, un peu plus compliqué, c'est cette réception de Benfica qui a gagné, mais Benfica, on l'a bien vu contre l'Olympique de Marseille l'an dernier, un Marseille bien malade a réussi à les sortir, avec un contexte particulier. Ça peut se battre. Monaco, rien n'est impossible. Après, c'est là que Monaco. J'ai oublié le match contre Bologne. J'ai oublié Bologne à l'extérieur. Bologne a fait un 0-0 et en galère totale. Je vous clique juste sur Bologne rapidement pour vous montrer l'état de forme de Bologne récemment. Bologne, je crois, n'a pas gagné un match depuis le début de championnat. C'est ça, 1-1. Ils ont pris 3-0, 1-1 et ils ont fait un match nul. Et là, ils ont refait match nul. Donc, ils n'ont pas gagné un match depuis le début de saison. C'est dire avec beaucoup de pertes dans l'effectif aussi lors du mercato. Donc en fait, on voit les 5 premiers matchs de Monaco, vu que c'était une victoire, il peut y avoir potentiellement 0 défaite et plein de points en grand jeu. Donc c'est un superbe coup de Monaco, cette victoire aujourd'hui. Et là, il faudra mieux le faire parce que la fin du calendrier, par contre, les 3 derniers matchs, là c'est un autre niveau entre guillemets. On a déplacement à l'Emirates. D'ailleurs, les Parisiens l'auront testé quelques jours avant, quelques semaines avant. Il y aura ensuite une réception d'Aston Villa qui est un chapeau 4, mais un chapeau 4 énervé. Mais comme Monaco, chapeau 4. Oui, mais je pense que mais Aston Villa qui a vraiment une grosse équipe et ils l'ont montré dès la première journée, même si c'était une adversité un peu plus faible. Et le dernier match,
pour couronner tout ça, un déplacement à Giuseppe Meazza face aux Milanais de l'Inter. Là, c'est vrai que Monaco, en fait, a tout pour se qualifier et peut-être même rêver d'un top 8. Par contre, la fin, si tu n'as pas assuré lors des matchs des victoires contre Belgrade, si tu n'as pas assuré ce point, tu peux te rendre la tâche ultra compliquée. Il faut surfer sur le succès de ce soir avec les prochains matchs plus abordables pour déjà s'éviter des matchs coup près face à des très gros. Et surtout, voilà, pour rebondir sur ce que nous a dit XB, qu'on salue aussi, qui est un fidèle. Monaco, c'est solide quand même, l'effectif, à part un peu l'attaque. Pourquoi? Oui, parce que je suis un peu d'accord avec toi. Parce que non, pourquoi? Parce que Mbolo, on l'a vu ce soir, c'est pas le plus efficace des attaquants. Oui, il est intéressant pour son jeu de haut but. Le mec, il a un gabarit impressionnant, donc il conserve bien les ballons. Voilà, mais dans les déplacements et dans la finition, c'est quand même compliqué. Mais moi, j'ai bien aimé l'entrée d'Ileni Kena. J'ai bien aimé l'entrée de Balogun qui a eu 2-3 mouvements super intéressants, une belle complicité. Aussi avec Georges Linikena. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, à voir s'ils arrivent à passer ce petit cap. Mais après, pour le reste, c'est super solide. Défensivement, c'est super solide. Ils ont des latéraux incroyables avec Ayo Henrique et Vanderson. Là, c'était Singo ce soir qui a été très bon à droite, bien sûr. Défensivement, qui a un super latéral. Vanderson, pour moi, c'est un joueur merveilleux. J'adore. C'est solide au milieu aussi, c'est solide avec le milieu offensif avec Ben Seguir, Akliouche, Minamino, Golovin. T'as énormément de qualité dans cette équipe quand même. Il y a beaucoup de qualité, voilà. C'est pas jeune parce que t'as pas un joueur qui est trentenaire, je crois, dans l'équipe, le 11 type. Mais par contre, voilà, t'as énormément de qualité à chaque ligne et peut-être voilà des fois d'un peu de jeunesse, d'inexpérience qui fait que certains peuvent dire que Monaco n'est pas favori dans des gros matchs ou quoi, mais au niveau du potentiel, on a une équipe avec des joueurs à fort potentiel à chaque ligne. Et puis mine de rien, c'est la deuxième année avec Aïdji Hutter sur le banc, avec beaucoup de joueurs qui sont restés. Ça peut faire un truc, ça peut faire un beau parcours, on espère en tout cas. On va passer rapidement sur le Barça, comme tu voulais en parler. J'aimerais bien voir le calendrier. Après, parce qu'il y a beaucoup de Barcelonais dans le chat, après ce terrible échec lors de cette première journée. Le Barça qui se déplacera... Qui recevra il y a Young Boys de Berne d'abord. Qui recevra les Young Boys. Bon, les Young Boys qui ont été déchirés avant-hier face à Aston Villa par les Villans. Après, autre match plus compliqué, c'est là qu'en fait le Barça peut payer cette défaite monégasque imprévue. Et puis on regarde même comment ça s'embrouille avec le reste du calendrier, avec le Real dans la foulée, et même après le derby de Barcelone. Dans tous les cas, en fait. Le derby de Barcelone, on va à la rigueur le laisser tranquille. Non, c'est que l'enchaînement est rude, quoi. Mais tu as quand même, en fait, après les Young Boys, tu as engrangé 3 points. Mais après, il va falloir que tu reçoives le Bayern Munich, qui en a collé 9 lors de la première journée à Zagreb, qui est un peu la bête noire du Barça en Ligue des Champions sur ces dernières années. Là, en fait, le Barça contre le Bayern, c'est simple. S'ils veulent rêver du top 8, ça sera déjà pratiquement victoire obligatoire pour le top 8, vraiment. Donc, en fait, le Barça se met dans une situation inconfortable, même si on a un match après, comme vous le voyez, des matchs plus faciles. Face à l'Étoile Rouge de Belgrade, par exemple, en déplacement, à moins on peut se dire que le Barça... Attention à ce déplacement-là. Attention quand même, mais bon, on a vu Benfica s'en sortir aujourd'hui. La réception de Brest. Attention. On va en parler après de Brest. Le nouvel ogre de la Ligue des Champions. On en parlera dans quelques instants. Un déplacement à Dortmund. Très compliqué de se déplacer là-bas. Il y a très peu d'équipes en Europe qui s'imposent à Dortmund. Et pour finir, je crois que les 2 dernières journées, un déplacement à Benfica, qui leur avait aussi coûté cher il y a quelques années où ils avaient fini en Europa League à cause de ce déplacement-là, et une réception de l'Atalanta, qui est une équipe qui a tenu tête aujourd'hui à Arsenal, on en reviendra après. Donc en fait, c'est un calendrier quand même. Le Barça, c'est bien complexe. Peut-être que le Barça, je pense, j'ai pas de doute qu'ils seront dans les 24. Mais pour le top 8, là, c'est une énorme... Là, tu es déjà pratiquement obligé de faire un quasi sans faute. Comme Monaco a gagné un joker, le Barça en a perdu le Barça a claqué un joker en perdant à Monaco. Et encore une fois, je sais que je le répète à chaque fois, mais comme ça s'est organisé avec des chapeaux, 4 chapeaux, et qu'en fait, tu as un match à domicile, un match à l'extérieur sur 2 adversaires de chaque chapeau, là, le Barça a claqué une défaite face à un chapeau 4. Donc, à l'extérieur, à la rigueur, c'est moins pire. Mais du coup, il faut le rattraper quelque part si tu veux être dans le top 8. Parce que l'objectif de tous les clubs, ça sera d'éviter quand même ces barrages. Les 16e de finale déguisés. On va dire qu'il y a des clubs qui vont moins chercher que d'autres. On va en parler juste après le club qu'on va aborder. Je pense que le top 8, c'est peut-être pas leur première idée. Mais pour le Barça, forcément, le Barça, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs-là, c'est top 8 obligatoire pour eux dans leurs idées de base. Ouais. Après, la réalité des choses, il n'y a pas des places pour tout le monde. Il y a 8 places, pas 16. Donc il y aura forcément des clubs qui seront pas les bienvenus dans ces 8 là.